Bonsoir à toutes et à tous. Je vous en prie, approchez. Je vous remercie toutes et tous très sincèrement d'avoir fait le choix de consacrer votre soirée à la conférence sur l'égalité filles-garçons que nous avons décidé d'organiser cette année. Il nous a semblé intéressant de montrer en introduction ce qu'une femme comme Delphine Seyrig pouvait dire en 1972. Alors bien sûr, des progrès ont été accomplis dans ce domaine au cours des dernières décennies. Des lois ont permis des avancées concrètes, mais l'égalité réelle entre les femmes et les hommes reste un combat dans les sphères professionnelles et personnelles, et certains des propos tenus par cette actrice féministe née en 1932, décédée en 1990, restent probablement d'actualité. Cette conférence s'inscrit à l'intersection de deux politiques municipales. C'est la raison pour laquelle je suis accompagné d'Anne-Sophie Judalet, qui est conseillère municipale délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes, et de Yann Guillon, qui est adjoint en charge de l'éducation. La première politique municipale concernée, c'est donc évidemment l'égalité femmes-hommes. Anne-Sophie le dira, cette conférence fait partie de la programmation que nous consacrons à ce sujet tout au long du mois de mars. Au début de notre mandat, nous avons marqué notre volonté d'agir sur le sujet en confiant cette délégation à une élue et à une chargée de mission. Nous avons élaboré un plan d'action pour l'égalité professionnelle au sein des services municipaux. Nous avons organisé une formation à destination des cadres et des élus pour réfléchir à la façon de décliner cette égalité femmes-hommes dans les politiques publiques. Et puis nous menons des actions de sensibilisation ou des actions plus concrètes encore, notamment concernant l'hébergement des femmes victimes de violences. Mais nous le savons, pour espérer faire évoluer positivement notre société, il faut travailler ce sujet à la racine et donc l'aborder avec nos enfants et nos jeunes, à l'âge où des stéréotypes, des représentations se mettent en place. L'aborder avec nos filles, mais peut-être davantage encore avec nos fils. Et pour cela, il nous faut, nous, les parents, connaître et comprendre les enjeux et savoir comment les aborder. Comme papa, j'ai par exemple été frappé de découvrir le vécu quotidien de mes deux filles de 20 ans dans l'espace public. Cette conférence s'inscrit donc aussi dans le cadre de notre projet éducatif et citoyen qui est porté par Yann avec la direction éducation enfance-jeunesse au sein de la ville. Vous le verrez ce soir, l'enjeu de l'égalité filles-garçons est pris en compte par nos équipes périscolaires. Et puis nous sommes aussi très mobilisés sur le sujet du harcèlement entre enfants qui n'est pas systématiquement lié à l'égalité filles-garçons mais qui peut l'être, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai ainsi été sollicité en début d'année par le comité des parents contre le harcèlement, une structure nationale créée par l'État et qui regroupe différents acteurs associatifs et institutionnels notamment. Et l'objectif était que nous partagions avec eux les outils qui ont été mis en place par la ville d'Orvaux sur ce sujet. Je remercie très sincèrement Alexandra Benamou et Elodie Marès d'avoir accepté de partager avec nous leur expérience au cours de cette conférence ce soir. Puis je remercie celles et ceux qui ont contribué à son organisation et qui interviendront, en particulier les intervenants de la direction éducation, enfance, jeunesse. Je ne doute pas que nous sortirons mieux informés et mieux armés de cette conférence pour contribuer à faire avancer concrètement l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Bonne soirée à toutes et à tous, et je laisse la parole à Anne-Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir donc, à cette conférence pour parler de l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, nous nous sommes mobilisés avec les partenaires associatifs, nos partenaires associatifs et les centres socioculturels, donc, que je remercie donc, pour leur investissement. De début mars à mi-avril, une vingtaine d'animations sont proposées ou ont été proposées donc, pour tous les âges, dans différents quartiers de la ville et à destination donc, des scolaires, du grand public et du personnel communal. Vous pouvez retrouver donc, notre programme sur le site de la ville d'Orvaux. Le foot, c'est un sport de garçons. C'est encore ce qu'on entend trop souvent aujourd'hui et les stéréotypes demeurent dans le sport ou ailleurs.
Pour déconstruire et démonter ces clichés persistants, il faut en parler tout simplement. Donc ce soir, j'aimerais vous parler d'une initiative orvaltaise. Les 3 clubs de foot d'Orvaux se sont réunis pour donner naissance à un groupement féminin orvaltais, le GFO. Donc c'est une structure inédite sur notre territoire. Et donc ce groupement a été créé donc, en 2021 pour permettre aux jeunes filles de 6 à 18 ans de pratiquer leur sport, le foot, sur la ville d'Orvaux et dans de bonnes conditions. Donc bravo à ce groupement, et ça s'inscrit aussi pleinement dans notre projet sportif orvaltais, le PSO. Dans ce PSO, en effet, la ville d'Orvaux souhaite améliorer, faciliter l'accès des jeunes filles et des femmes à la pratique sportive, tout en valorisant, en encourageant et en soutenant le sport féminin. Donc c'est une manière de mieux faire connaître les pratiques sportives féminines pour donner envie de les pratiquer. Donc c'est important. Alors en mars, parlons-en et agissons toutes et tous, pour faire avancer l'égalité entre les filles et les garçons. Merci et bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir pour une si belle soirée qui a pu s'être organisée cette année à Orvaux. Une soirée qui va être riche d'informations, de questionnements, d'échanges entre nous tous, membres de la communauté éducative, sur un sujet qui est fondamental et qui, je pense, n'est jamais trop tôt d'aborder en famille. J'en profite d'abord pour remercier chaleureusement les services municipaux de la Direction Éducation Enfants-Jeunesse pour l'organisation de cette soirée, et en particulier Mathieu Bompas, qui a coordonné l'ensemble des participants. Le maire l'a dit tout à l'heure, cette conférence se déroule dans le cadre de notre projet éducatif et citoyen, le PEC, que nous avons voulu résolument tourner vers le dialogue et les échanges. Nous l'avons lancé en décembre dernier, en nous appuyant sur une enquête que nous avions envoyée aux parents lors de l'été 2022, auquel nous avons obtenu près de 600 réponses, ce qui montre bien la mobilisation de la communauté éducative orvaltaise. 5 thèmes avaient été plébiscités à cette occasion: le harcèlement, le respect des autres, le respect de la nature, la gestion des émotions et le développement de l'esprit critique. Le sujet de l'égalité filles-garçons nous a donc paru intéressant à aborder pour cette première année, car à l'interface entre plusieurs de ces thèmes. Nous venons par ailleurs de créer un conseil consultatif du PEC. Ce sera un groupe d'échange qui suivra le déroulement de ce projet sur les 4 ans et qui pourra donner son avis sur les prochaines thématiques qui seront abordées. Je vous remercie encore de votre présence et je vais céder la parole à Thierry Vasse, le directeur des services éducation enfants-jeunesse, qui va animer la soirée. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Pendant que nos différents intervenants s'installent, quelques précisions sur le déroulement de la soirée. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va avoir donc 2 temps d'information, de présentation. Une première thématique, on en parle, tel que c'était précisé sur la fiche qui annonçait cette soirée. Et une deuxième thématique, on agit. Donc, vous verrez que sur la première intervention, donc, je présenterai les intervenants tout à l'heure, il sera vraiment question de partir de ce qu'on sait du sujet, des représentations, comme ça a déjà été proposé sur le mur, des expressions qui vous a été présentées au moment où vous êtes installés dans la salle. Et on aura bien entendu, à l'issue des 3 interventions, un temps d'échange avec vous, qui sera relativement court, mais qui nous permettra forcément d'apporter des précisions ou vous permettre de questionner les différents intervenants sur les sujets qui auront été abordés.
L'intention, c'est de vous délibérer à 22 heures. On essaye toujours de garder ce format. Et je vous rappelle aussi, comme dans toute conférence du PEC ex-PEG, que Margot Husson, de la société EWEL Facilitation Graphique, est là pour nous accompagner tout au long de la soirée. Et vous aurez le plaisir de pouvoir découvrir en direct live l'ensemble de son œuvre, et que vous pourrez consulter à la fin de la conférence et qui sera mise en ligne sur le site internet de la ville, comme on fait à l'habitude. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter les intervenants. Alors, on va commencer avec Alexandra Benamou, donc, qui est à ma gauche, qui est donc fondatrice de l'association Lady de Nantes et qui va nous présenter, voilà, à partir de son enquête au fil du temps, ce qu'elle a à nous dire du sujet, voilà, sur introduction que j'ai rappelé étant le moment où on en parle. Ensuite, Cyril Breuilly, qui est coordonnateur pédagogique dans cette magnifique direction éducation enfance jeunesse de la ville d'Orvaux, et qui nous parlera concrètement de ce qui est mis en place sur les temps périscolaires, extrascolaires, donc pour tous ces enfants, vous savez, qui participent à ces temps d'éducation informelle, je vais dire, après ou avant le temps de l'école. Ensuite, Élodie Marest, donc, qui est consultante éducative et familiale. Alors, des fois, on dit consultante éducation-parentalité, vous nous préciserez, et qui sera là pour nous apporter donc, des éléments concrets sur la manière dont on peut aborder le sujet en famille, et avec des outils qu'elle a sélectionnés pour nous permettre donc, voilà, d'aborder avec certains étayages cette question complexe parfois. Donc, sans plus attendre, on va proposer à Alexandra donc, de prendre la main sur le sujet. Donc Alexandra, donc vous avez 30 minutes chrono et une introduction donc sur ce qui préoccupe les jeunes, si on a bien compris. On appuie sur votre enquête qui a été menée auprès de jeunes filles de 13 à 20 ans de la région des Pays de la Loire. Donc là, avec des représentations sur ce qu'est finalement être une fille, être un garçon, et avec des questions, je pense, d'égalité, de sécurité, d'avenir professionnel. Voilà, on vous laisse la main. Merci à vous encore d'être là. Merci. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence. Alors, au fil du temps, c'est une enquête qui a démarré en 2020, initialement en Loire-Atlantique et en Vendée. Et puis, nous avons élargi à l'ensemble des Pays de la Loire. L'idée était de faire un état des lieux de comment vivent les filles sur notre territoire, c'est-à-dire comment elles vivent dans l'espace public, la notion de harcèlement, qu'il soit sexuel, de rue, cyberharcèlement. On les a aussi questionnés sur le genre, le féminisme, leur projection professionnelle, leur engagement vers l'environnement. Est-ce qu'elles voudront vivre ici plus tard? L'égalité, évidemment, au travail, dans le sport, en général. Donc une vaste enquête, 79 questions. Il fallait environ 45 minutes pour y répondre. D'où l'intérêt quand même de la pertinence de ces chiffres, puisque quand on a quand même 1669 filles qui ont répondu à 79 questions, qui ont pris ce temps-là pour répondre sur des sujets extrêmement intimes parfois, je leur suis extrêmement reconnaissante. C'était un questionnaire anonyme et confidentiel, mais on demandait par exemple quand même les communes de résidence, ce qui me permet d'avoir quelques notions de là où répondent les filles. Par exemple, donc 1669 filles de 349 communes en Pays de la Loire, 27,2% des communes représentées, une commune sur 4 des communes représentées en Pays de la Loire. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas une enquête de ville ou de quartier. Souvent, quand on parle d'insécurité, d'espace public, de harcèlement, on a l'image des filles en ville ou dans les quartiers. Là, en fait, on n'est pas seulement là, puisqu'on est à une commune sur 4 des Pays de la Loire. On est en gros 80% d'espace rural et 20% d'urbain et de périurbain. C'est important de garder ça en tête pour toute la suite des chiffres qu'on va évoquer, où l'hostilité, la dangerosité, ce qu'on peut vivre au quotidien en tant que fille entre 13 et 20 ans au Pays de la Loire, c'est pas seulement en ville ou en quartier que c'est compliqué, mais aussi à la campagne. Une des premières questions, on leur a demandé, c'est quoi être une fille? Avec tout l'imaginaire qu'on peut imaginer. Là, elles nous ont répondu. Je suis désolée, entre le micro et le... Je ne suis pas hyper douée avec les ordi. Alors, au niveau des verbatims, vraiment, on a ressorti... Alors,
vous imaginez bien une enquête comme ça, avec autant de participantes. J'ai une masse de verbatim énorme, mais c'était finalement assez simple de faire ressortir les plus courants, puisqu'ils se sont répétés. Ceux-là, les 4 là, par exemple, je vais vous dire, ils sont à 60-70% représentés à chaque fois. Donc, spontanément, elles vont répondre ça. Être une fille, c'est devoir se battre dans la société. On parle de filles entre 13 et 20 ans. Hein. C'est comme être un garçon, sauf qu'on a moins de chance au départ. C'est une phrase quand même qui pose question, hein, quand on parle d'égalité. C'est de se définir fille. C'est ce qui est très intéressant avec cette génération. Là, je vais faire court, hein, parce que j'ai que 30 minutes. Mais c'est-à-dire que dans ce qu'elle précise, c'est qu'en fait, on s'en fiche des organes génitaux. Si tu te sens une fille, qui que tu sois, bah, tu es une fille, quoi. Et c'est pas un problème. Et ça, c'est quand même très encourageant. Et cette phrase, ces mots compliqués, c'est compliqué. C'est compliqué d'être une fille. Voilà. Je peux vous dire, quand vous recevez des résultats dans les bases de données où les filles ont répondu juste à la question « c'est quoi être une fille ?» C'est compliqué. On se dit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, à réfléchir. C'est quand même très compliqué de lire ça. Hein. Alors, bien sûr, on a demandé « c'est quoi être un garçon ?» Alors là, justement, par rapport à ce que je disais juste avant, elles définissent les organes plus génitaux masculins pour définir le garçon, sauf ce qu'elles ne font pas quand elles parlent de se définir fille. On revient à être tranquille dans la rue et vivre sa vie comme il l'entend. Ça, je peux vous assurer que c'est ressort constamment, mais c'est une réalité. Je pense qu'on le sait. C'est un privilège, mais aussi une injonction à la virilité. Donc ça, il y a aussi cette conscientisation-là, c'est-à-dire que les filles savent aussi très bien, elles ont aussi dans leur entourage de copains, de frères, etc., des garçons qui n'ont pas envie d'être dans ces schémas non plus de virilité. Évidemment, ça peut être aussi compliqué quand on n'a pas envie d'être représenté comme ça. Donc elles sont quand même très fair-play, puisqu'elles admettent que c'est une injonction à la virilité. Ensuite, on les a questionnées sur leur genre, comment elles se définissent. Donc, plus de 94% comme une fille, 1,62% comme un garçon et 3,89% comme non-binaire. C'est des questions qui sont répondues à plus de 98%. C'est-à-dire qu'en fait, le questionnaire était fait de façon à ce qu'on puisse répondre. Si on ne veut pas répondre à une question, on passe à la suivante. Ça évitait des fausses réponses ou des mauvaises réponses. Et ça, c'est des questions où les filles ont répondu sans aucune hésitation. Donc ça montre bien que ce n'est pas non plus un sujet compliqué pour elles, en tout cas. On les a également questionnées sur leur orientation sexuelle. Là aussi, ça a été répondu à 98%. 66% donc, des filles en Pays de la Loire se définissent hétérosexuelles. 12% bisexuelles, 6% pansexuelles, 2% lesbiennes et 8% ne sait pas. Ne pas savoir où on en est dans sa sexualité adolescente, tout va bien aussi. Un des chiffres qui revient souvent, parce que cette étude, elle tourne beaucoup en exposition ou en conférence, ce chiffre de l'espace public, parce que 64% des filles qui ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public, c'est sidérant, c'est effrayant, c'est alarmant. Enfin, je ne sais pas le terme le mieux approprié. L'espace public, c'est quoi ? C'est tous les jours, c'est quand on va en cours, c'est quand on va faire des courses, c'est quand on va retrouver ses amis, c'est le quotidien. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 6 filles sur 4 qui ne sont pas à l'aise dans l'espace public. Pour l'anecdote, la première enquête Loire-Atlantique-Vendée, si vous tombez sur les chiffres, vous avez les plaquettes à disposition à l'entrée. Vous verrez, le chiffre, il est de 66%. Alors, on va peut-être se dire, mais en fait, c'est un peu moins sûr en Loire-Atlantique-Vendée, et finalement, Pays de la Loire, dans l'ensemble, c'est plus cool. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup plus de filles qui ont répondu à la deuxième enquête, donc en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire,
qui avaient entre 13 et 15 ans. Et c'est des filles qui sortent un peu moins. On leur demande aussi leur habitude de sortie, etc. Et donc, c'est juste parce qu'elles sortent un peu moins. Donc, le chiffre, il a baissé. Mais dès qu'on passe à 15-16 ans, de toute façon, toutes les filles ont des problèmes dans l'espace public. Donc ça, c'est vraiment un chiffre où il faut s'interroger. Il faut vraiment le prendre en compte. Et je vais aller même plus loin. C'est-à-dire que si je prends les chiffres des filles à partir de 16 ans, c'est quasiment toutes les filles qui ont peur dans l'espace public ou qui n'y sont pas à l'aise. Et on reviendra aussi sur ces chiffres-là, sur le harcèlement de rue, parce qu'il est lié. Alors j'enchaîne parce qu'on discute pas on peut pas interagir maintenant, mais vraiment après je vous invite à ce qu'on échange. Donc on leur demande qu'est-ce qui t'inquiète dans l'espace public. Donc le harcèlement de rue que j'ai déjà subi et que je subirai encore. Par exemple, dans le questionnaire, on leur demande as-tu déjà subi du harcèlement de rue? Donc oui, à plus de 72%. Et donc une fois, 2 fois, 5 fois, entre 5 et 8 ou tellement de fois, tu ne te rappelles plus. On est à 60% à tellement de fois, je ne me rappelle plus. Donc ce n'est pas un harcèlement de temps en temps. Et ça, c'est pareil. C'est dès qu'on passe, c'est plus faible les taux entre 13 et 15, mais passer 16 ans, enfin, dès qu'on est plus dehors, dès qu'on va au lycée, où on est plus seul dans l'espace public, il y a plus de problèmes. Souvent, je me fais suivre et j'ai peur des hommes, j'ai peur des attouchements. Ça, c'est des phrases, vraiment, c'est qu'elles sont apparues, mais très, très souvent. J'ai peur des hommes, je l'ai lu 600 fois peut-être. Donc, c'est un questionnement. Voilà, le chiffre du harcèlement de rue, 72%. Donc, des filles victimes de harcèlement de rue. Et ensuite, comme je vous disais, dès qu'on passe 16-17 ans, on est à des chiffres de 90, 92. Enfin voilà, après, en fait, plus on grandit, plus on va dans l'espace public, plus on est seul dans l'espace public, plus tout le monde subit le harcèlement de rue. Si on fait la même étude avec seulement des filles à partir de 15-16 ans, on monte tout de suite à plus de 90%, quoi. Alors, on leur a demandé ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Tu fais comment pour gérer ça, puisque comme c'est quand même récurrent, quotidien. Donc, les méthodes, je pense qu'elles vont parler à certaines d'entre vous. Hein. Marcher vite, les clés, les écouteurs à bas niveau. Sans son, on fait juste semblant d'avoir de la musique dans les oreilles. Je me répète des techniques pour me sauver au plus vite. Vous imaginez, en fait, être dans l'espace public, les filles... Je vous invite à y penser quand vous serez dans l'espace public demain, par exemple, et que vous verrez des jeunes filles. Et beaucoup d'entre elles penseront surtout le soir, un peu plus quand même. Dites-vous que certaines d'entre elles se demandent comment gérer, comment d'être dans la rue et gérer et que ça passe vite et sortir de là au plus vite. Il y a ignorer, ça c'est bien sûr ne pas faire attention à ce qui se passe autour de soi. C'est une technique. Et baisser le regard et marcher vite. Voilà, ça c'est. Alors, il y en a d'autres, mais celles-ci, elles sont les plus courantes et utilisées chaque jour. Ça aussi, c'est un fléau extrêmement important. Je pense que vous connaissez le cyberharcèlement, de recevoir des photos de nus qu'on n'a pas voulu. C'est un vrai problème et les filles le vivent toutes. Ça, c'est pareil, c'est vraiment une question d'âge. C'est-à-dire 60%. Dès que les filles ont un peu plus d'âge, si on monte dès 15-16 ans, on est à 90% qui ont reçu déjà des photos à caractère sexuel qu'elles n'ont pas voulu, quoi. Le harcèlement de rue, c'est aussi être témoin de harcèlement de rue. Alors désormais, on en parle de plus en plus. Il y a même des formations qu'on voit en libre accès, comme la formation stand-up de L'Oréal, qui donne des méthodes en fait pour intervenir. C'est très compliqué. Alors déjà d'identifier le harcèlement de rue. Est-ce que la fille que je vois là-bas au fond du bus ou du tram, elle a un problème ou pas? Je fais quoi? J'y vais, je vais pas? Mais ça peut faire peur aussi d'intervenir. Ça se comprend. Et
Et donc, c'est de plus en plus quand même, on a accès à cette information du harcèlement et de voir quand quelqu'un est harcelé. Et alors, il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a celles qui peuvent intervenir, il y a celles qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas de souci. Après, parfois, rien que le fait de détecter le harcèlement, ça peut suffire, ou soit d'interpeller, de dire faire comme si on se connaît. D'ailleurs, les filles, là on est à 36% qui disent être témoins, parce que beaucoup disent qu'elles n'étaient pas sûres d'être témoins. Le chiffre, il était équivalent pour dire je crois, mais j'étais pas sûre qu'il y avait une scène de harcèlement devant moi. Et quand on leur demande si elles ont agi ou non, donc j'ai été voir la fille et j'ai fait genre que j'étais sa pote pour qu'il la laisse tranquille. Ça marche généralement assez bien, mais c'est vrai qu'il faut réussir à y aller. Je n'ai pas osé intervenir, bien sûr, c'est très fréquent aussi, et ça se comprend. J'étais paralysée de peur, et j'ai engueulé le garçon, et je suis partie avec la fille. Ça aussi, moi j'ai vu la différence, comme l'enquête, elle s'est faite en 2 temps. La première session, il y avait beaucoup moins ce côté de filles offensives. Et la deuxième étude a montré beaucoup plus de filles qui allaient, parce que je pense qu'on est vraiment dans une période où c'est en train de se passer. Et l'année prochaine, là, l'enquête, par exemple, elle est partie dans la région Grand Est. Je suis sûre qu'on va avoir encore d'autres réactions. Comme il y a une prise de conscience très forte, des outils, etc., les filles osent de plus en plus aussi intervenir. Et ce dernier verbatim, j'ai engueulé le garçon et je suis partie avec la fille, je l'ai beaucoup lu, la dernière enquête. Donc je pense que il y en a même qui vont au contact, c'est assez impressionnant. Là, par rapport au métier, en fait, ça c'est pareil, c'est par rapport à l'égalité et aux représentations aussi qu'on fait. Il y a une question, on leur dit, est-ce que vous pensez que les femmes peuvent avoir des postes à responsabilité au CAC 40 et tout? Alors là, on a un 99% de oui. Mais toi, est-ce que tu penses que tu pourras? Ah ben non, moi non. Déjà, boum. Et le métier que tu aimerais faire, est-ce que tu penses que tu peux le faire? 58% pensent qu'elles n'exerceront pas le métier qu'elles voudraient faire. Et quand on leur demande pourquoi, je n'ai pas les capacités physiques ou intellectuelles, je ne suis pas compétente, j'ai des problèmes de santé, je n'ai pas assez d'argent pour payer mes études et me loger. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un problème de légitimité, de croyance et de capacité. Ça, c'est aussi lié à l'éducation. On le sait, c'est aussi lié à ce que parfois, au sein de l'école même, les filles n'ont pas le même traitement que les garçons. En tout cas, ça fait qu'au final, vous avez des filles entre 13 et 20 ans qui, à plus de 50%, disent moi, je veux faire un métier, mais je n'en suis pas capable, quoi. Après, les raisons de santé, c'est autre chose, et les raisons d'argent aussi. Mais le plus gros, je peux vous assurer que c'est tout ce qui est en haut. C'est vraiment des croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez douée. Mais parce que ça a été inculqué dès le départ, quoi. Et donc, ça bloque l'égalité. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment un raccourci dans l'enquête. C'est très frustrant pour moi, parce qu'en fait, j'en ai une trentaine comme ça. Par contre, je vous invite, si vous êtes intéressé par les détails de l'étude, à aller sur le site aufilesdutemps.fr et vous pouvez télécharger gratuitement, bien sûr, les résultats de l'intégralité de l'étude. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Elodie. On est dans le timing largement, donc je vais me permettre de vous demander une précision et de rebondir un peu sur votre propos. Vous avez évoqué 6% de jeunes filles qui se déclarent pansexuelles. Pour le public, peut-être qu'on peut expliciter le concept. Oui, bien sûr. La pansexualité, c'est une attirance justement soit philosophique ou en tout cas qui n'est pas définie par le genre, donc ni par le genre masculin ou féminin, mais plus par un environnement, une philosophie. Mais c'est pas le genre, ni garçon ni fille. Mais c'est vrai qu'il faut le préciser. Alors, vous nous faites un constat qui est effroyable quand même. C'est une réalité si proche de nous. Et pour autant, est-ce que vous avez des raisons d'être optimiste sur le fait que depuis que vous travaillez sur le sujet,
vous voyez une évolution un tantinet positive ou pas? Alors, ce qui me rend optimiste, c'est la conscientisation des filles. C'est les interactions que j'ai dans les établissements scolaires avec des garçons et des filles qui échangent sur ces thématiques. Ça me rend optimiste parce qu'on a une génération qui prend les sujets vraiment à bras-le-corps et qu'en fait vraiment même une ligne de conduite, une ligne de vie. Et c'est elles et eux qui vont bouger les choses, vraiment. Et donc à ce niveau-là, moi, je suis plutôt optimiste. Après, ça reste compliqué quand même d'être une fille aujourd'hui dans plein de domaines. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, et tant mieux, mais en fait, c'est juste le début. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se passe énormément de choses, mais en fait, c'est parce qu'on en parle enfin. Mais on est au tout début. Mais on est avec une génération qui ne va pas laisser sa place, que ce soit pour l'égalité même salariale, qui veut les mêmes droits, qui s'embarrasse beaucoup moins justement sur les thématiques de genre, d'orientation, où ce n'est pas un problème, où c'est quand même, il y a beaucoup moins de rejet avec ça. Elles sont sur d'autres combats beaucoup plus importants même pour elles. Mais le chemin est très très long. Enfin, je pense qu'il va falloir, nous, on se doit de les soutenir en tout cas. Alors, nous avons bien compris que vous avez fait le choix de faire cette enquête à destination des jeunes filles uniquement. Et quid de la place des garçons aussi dans le fait d'interroger ce débat, ou pas? Oui, non, mais bien sûr. Après, moi, je pense qu'on est dans une temporalité où c'est la parole des filles et des femmes pour le moment, parce que je n'ai rien contre les garçons. Au contraire, je les retrouve après dans les moments comme ça ou dans les établissements scolaires. Donc là, on peut échanger, mais pour le moment, c'est important à mon sens, en tout cas, moi, mon travail, c'est vraiment d'interroger les filles et de leur donner la parole, parce que si je fais la même enquête auprès des garçons, on retiendra que les chiffres des garçons, quoi. Parce que c'est comme ça, c'est le système qui est comme ça. Et pour l'instant, il faut vraiment donner la lumière aux filles, et ça va venir, mais pour l'instant... Et pour autant, quand vous intervenez en lycée et que vous montrez cette réalité quand même fortement dégradée, comment les garçons réagissent à cela? Est-ce que ça les heurte? Est-ce que ils ont envie justement de faire bouger les lignes ou pas? C'est pour ça que moi je les retrouve, comme je dis toujours, dans un second temps, quoi. Parce que alors certains restent, ça les intéresse pas, ou ils trouvent qu'on en fait trop, et puis c'est comme ça. Et puis quand même beaucoup sont surpris, surtout quand on parle de l'espace public. Et beaucoup n'imaginaient pas que leur copine, leur sœur, leur cousine, leur voisine, je ne sais pas, c'est si compliqué pour elles au quotidien que suivant comment on s'habille le matin, ça va déterminer la journée. Parce que là, on n'en a pas parlé, mais les codes vestimentaires, les filles, elles savent, hein, suivant comment elles vont s'habiller le matin, la journée peut être différente. Si on fait le choix de s'habiller un peu plus court ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça peut être plus compliqué parce qu'on va être plus interpellé, plus regardé, plus malmené dans l'espace public. Ça arrive pas trop aux garçons. En tout cas, souvent, ils s'habillent comme ils ont envie. Et c'est pareil pour se déplacer dans l'espace public, en fait. Les filles, elles savent quel itinéraire elles vont prendre. C'est très rare qu'elles en changent en cours de route. Un garçon, il va là où il a envie. Et souvent, ils prennent conscience de ça. Et c'est là aussi les alliés apparaissent. C'est qu'il y a quand même beaucoup de garçons qui ont envie aussi d'agir avec les filles. Après, moi, quand je parle avec des filles, il y en a plein qui me disent qu'elles sont aussi avec des... Il y a aussi des garçons qui sont hyper durs. Il y a aussi un retour assez violent. Ils veulent absolument pas laisser cette place-là, entre guillemets. Et donc, c'est pas si simple. Mais en tout cas, moi, je fais de belles rencontres. J'ai de belles conversations avec des jeunes garçons, dans les collèges et les lycées. Et d'ailleurs, quand on leur demande, même pour le harcèlement de rue, c'est parce qu'on demande, bien sûr, elles identifient les harceleurs, et c'est des hommes adultes qui les harcèlent. C'est pas les garçons de leur âge. Bon, en tout cas, on voit bien qu'au-delà des représentations qu'on pouvait avoir sur le sujet, nous-mêmes, le constat oblige en fait une prise de conscience, et certainement que ça déclenche des réactions de la part de ces jeunes que vous rencontrez. Alors, à partir de ce préalable, donc voilà, le déroulement suivant, c'est qu'on va effectivement essayer d'illustrer en quoi justement, vous l'avez susurré, mais c'est bien une question aussi d'éducation qui est en jeu dès la petite enfance.
Et on va vous proposer une illustration à travers des exemples d'actions concrètes qui sont menées par les services municipaux, d'abord dans le cadre du conseil communal des jeunes. Vous savez qu'à Orvault, il existe un conseil communal avec des jeunes qui sont élus pour 3 ans par leur père pour pouvoir mener des actions concrètes au sein de leur vie citoyenne sur ce temps de leur mandat. Et aussi, on a été interroger des jeunes de l'Espace Jeune qui a ouvert au bourg assez récemment, et avec une mobilisation forte de cette tranche d'âge pour pouvoir exprimer justement en quoi ils se sentent concernés par le sujet et comment ils souhaitent justement agir pour que les choses bougent. Donc un petit court extrait vidéo d'abord sur le travail qui a été mené avec le CCJ et l'Espace Jeune, et ensuite Cyril Breuiller interviendra sur des illustrations concrètes aussi, mais avec une tranche d'âge d'enfants plus jeunes qui travaillent avec nos services dans le cadre des temps périscolaires, donc plutôt sur ce qui borde le temps de l'école maternelle, élémentaire, avant et après la classe. Donc on y va pour la vidéo. Merci la technique. Donc aujourd'hui, on est à l'accueil jeune du bourg d'Orvault. Et donc on fait une action avec une association sur les inégalités hommes-femmes pour débattre sur ce sujet. Je trouve ça très important parce que ça touche tout le monde dès le plus jeune âge. On a décidé de se concentrer sur les jeunes parce qu'on pense que sensibiliser le plus tôt possible, c'est forcément bénéfique. Et on propose donc de faire des jeux de société ou alors sur des petits papiers, on pose des questions, par exemple si j'étais un garçon, et les jeunes peuvent y répondre et partager leur avis tous ensemble. C'est un sujet qui doit être beaucoup travaillé et c'est en progrès, même si c'est assez lent. Et donc oui, c'est super important de sensibiliser les jeunes pour évoluer et justement prôner ces notions d'égalité. On a fait un porteur de parole, on a fait des jeux qu'on a testés au préalable. C'est très important, l'égalité filles-garçons. Je sais que je suis un des seuls hommes présents ici dans cette action. Alors que pourtant, ça concerne aussi bien les garçons que les femmes. Même dans le groupe de travail, il y a très peu d'hommes. Il y a des clichés, il y a la société aussi qui nous impose de correspondre à des normes. Le but, c'est un peu de déconstruire tous les clichés qui existent autour de ça et de pouvoir libérer la parole sur ces sujets-là. On est une première porte d'entrée, on va dire, une première porte d'accès pour parler de tous ces sujets-là. On veut vraiment casser l'isolement, casser les préjugés et les stéréotypes. Bien Cyril, avant qu'on entame le sujet, petite question préalable. Donc, on sait, je vous rappelle le contexte quand même, que à Orvault, les services périscolaires, extrascolaires sont extrêmement fréquentés. On a des taux de fréquentation qui avoisinent les 80%. C'est-à-dire, la représentativité du nombre d'enfants qui, en dehors du temps de classe strictement, fréquentent ces services est très importante. Donc ça dit aussi la marge de manœuvre qu'on a pour sensibiliser ces enfants qui, dès 3 ans, finalement, fréquentent ces espaces. Donc, Cyril, avant que tu nous présentes les quelques actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de votre projet éducatif sur les temps périscolaires, comment tu appréhendes cette question au regard de l'histoire de ton métier, et depuis combien de temps on en parle, et j'ai envie de dire, depuis combien de temps c'est une réelle préoccupation, finalement? Ça fonctionne? Oui. Voilà. Alors c'est vrai que si je regarde dans les métiers de l'animation, l'égalité femmes-hommes, elle n'était pas abordée sous cet angle-là, elle était abordée sous l'angle de la mixité. C'est-à-dire que nous, quand on prévoit des activités, notamment pour le public, 3-12 ans, on va plutôt s'attacher à proposer des activités qui vont correspondre à tous les publics, les filles, les garçons. Donc on avait tendance à proposer des activités pour les filles, des activités pour les garçons, et puis en se disant quand même c'est intéressant qu'ils puissent participer à des activités aussi ensemble. Donc c'est vrai que c'est
moi je confirme, hein, c'est plutôt récent, très récent, que voilà, on se pose la question de l'égalité ou des inégalités que peuvent vivre notamment les filles. Voilà. Alors, c'est passé par des temps de formation et ta mission, toi, de coordonnateur pédagogique avec les collègues, c'est de recruter, d'une part, hein, les animateurs et animatrices qui interviennent dans nos temps de loisirs éducatifs, d'accompagner les projets éducatifs. Et de fait, tu penses qu'aujourd'hui, c'est devenu un incontournable, quoi. C'est-à-dire que le sujet est nécessairement traité dans toutes les équipes qui interviennent sur nos différents groupes scolaires. Oui, parce que, je vais le montrer tout à l'heure, comme on s'y intéresse et qu'on commence à poser les questions, on se rend compte de l'importance du sujet. Moi, j'ai été stupéfait par certains résultats. C'est-à-dire que les inégalités vécues par les filles, on en voyait quelques-unes, mais pour la plupart, elles étaient sous nos yeux et on ne s'en rendait même pas compte, puisqu'on est sur des comportements qui sont reproduits, génération en génération. Et il faut à un moment s'arrêter, trouver des outils de consultation et poser les vraies questions. Et là, franchement, même les collègues qui font partie de l'équipe d'animation, qui sont présentes et présents ici, ne connaissent pas ces résultats. Mais moi, ça fait une semaine que j'ai travaillé dessus et j'en reviens toujours pas. Mais du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est inévitable. Eh bien, merci. Eh bien, on y va. Tu nous présentes donc en quoi c'est devenu une préoccupation quotidienne, donc, à travers l'utilisation des espaces aussi, on va le voir, et de certains domaines d'activité qui sont pensés en amont. Voilà. Donc, je précise que, comme tu le disais Thierry, en effet, donc, je fais partie d'un groupe de 4, une équipe de 4 coordinateurs. Évidemment, on coordonne l'action de 140 personnes qui encadrent les enfants de 3 à 12 ans sur les temps périscolaires. Donc je ne suis pas tout seul. En fait, les chiffres dont je parlais à l'instant, dans le cadre d'un projet de renaturation des cours d'école, et notamment à l'école de la Ferrière, on a posé une question, parmi plusieurs, et sur celle qui est affichée là: que penses-tu de l'espace utilisé pour jouer par les filles et par les garçons? Donc cette question, elle est répondue par les filles et par les garçons, évidemment. Et on peut comparer les réponses, et je donnerai les chiffres, parce que là déjà, le graphique donne une bonne impression, mais les garçons pensent à hauteur de 40% que les filles ont plus de place dans la cour. Et puis, il y a 40% des garçons qui pensent que les garçons ont plus de place. On va dire que ça s'équilibre, puisqu'il en reste 20% qui considèrent que les filles et les garçons ont autant de place. Mais la même question qui est posée aux filles, les filles répondent à 67% que les garçons ont plus de place. Les filles et les garçons ont autant de place, j'ai les chiffres sous les yeux, pour 25%, et les filles ont plus de place pour 8%. C'est ce que je disais à l'instant, si on ne prend pas le temps de poser ces questions-là, finalement, en fait, ça se déroule sous nos yeux depuis des années. Voilà, et puis ça peut continuer comme ça encore pendant des années si on n'essaye pas de briser le cercle. Voilà, donc on peut se poser la question de dire finalement ils sont dans le même espace, sur les mêmes temps, pourquoi les filles vivent cette inégalité. Donc on va se pencher sur des choses qui sont plus rationnelles. Je me suis posé la question sur les usages de la cour, puisque c'était dans le cadre de l'enquête. C'est la cour de l'école de la Ferrière, c'est les enfants de l'école de la Ferrière qui ont répondu à ce questionnaire. J'ai identifié dessus, vous voyez, 2 terrains de foot, un terrain de basket, puisque dans le questionnaire aussi, majoritairement, c'est les espaces qui étaient identifiés comme étant occupés par les garçons. On voit le périmètre rouge, qui est le périmètre de la cour. Donc on pourrait se dire, finalement, vu comme ça, il reste pas mal d'espace pour jouer, pour les filles et puis pour les autres, garçons qui ne souhaitent pas jouer au foot ou au basket. Voilà. Si on s'arrête là, on fait comme on a fait depuis très longtemps. En fait, on laisse les inégalités comme ça se reproduire. Alors, finalement, d'où vient ces sentiments d'inégalité que vivent les filles là sur cette cour? Voilà, si on se pose la question, et on était plusieurs à partager ça, sur les constats qu'on fait. D'abord, il y a un premier constat, c'est que ces espaces-là, qui finalement représentent, on voit bien, à peine un quart, à peine 25% de l'espace total, c'est des espaces qui sont utilisés de manière, on va dire, privative, exclusive et permanente. En fait, il ne se passe jamais rien dans ces espaces
en tout cas jamais d'autres activités que du foot ou du basket. Si on regarde la cour, là c'est la photo, on voit qu'il fait beau, elle a dû être prise en été. Mais dès que c'est l'hiver, tout ce que vous voyez autour, les espaces enherbés, la plupart du temps, sont inaccessibles parce que boueux. Donc en fait, en hiver, si on regarde l'espace qui reste, il ne reste pas grand-chose. L'autre constat aussi qu'on peut faire, et notamment sur le terrain de foot qui est placé à gauche, là, il est situé de manière frontale. C'est-à-dire que dès qu'on sort du bâtiment, on tombe dessus, quoi. C'est le premier équipement. Voilà. Donc ça, c'est des constats qu'on fait au quotidien, mais en fait qu'on avait sous les yeux et on s'était pas du tout intéressé à ça. On constatait qu'il y avait une exclusivité d'utilisation, mais finalement on se disait que oui, il y avait de l'espace pour jouer pour tout le monde. L'autre chose aussi, c'est que vous comprenez que derrière un terrain de foot, dans l'axe des buts, il ne fait pas bon y rester 5 minutes, parce que on peut prendre un ballon dans le visage. Donc si on dessine des cônes derrière, des terrains de foot comme ça, qui seraient les angles de tir, finalement ça réduit encore plus l'espace. Voilà, après, puisqu'on parlait, là on évoque les terrains de foot, il y a aussi autre chose aussi qui fait que ces espaces n'attiraient pas les filles notamment. C'est aussi le type de pratique qui se fait dessus, c'est qu'on constate aussi qu'aujourd'hui autour du foot, c'est une pratique sportive à la base, mais aujourd'hui il ne suffit plus de gagner, il faut aussi humilier ses adversaires, donc c'est aussi des pratiques qui repoussent pas mal de pratiquants. Donc ça c'est aussi un thème à aborder, notamment sur le plan éducatif, nous, avec les enfants. Je dis ça lundi, il y a eu des rencontres dans le cadre d'un projet de rencontres mixtes sur du foot entre 2 écoles. Et donc, en fait, ça ne s'est pas très bien passé. L'objectif, c'est de venir avec des équipes mixtes, donc entre l'école de la Ferrière et l'école Émile Gibier. Et puis la rencontre a eu lieu. Il y a une équipe qui a perdu. Il se trouve que l'équipe qui a perdu, c'est celle qui avait le plus de filles dans son équipe. Et alors les garçons de cette équipe-là ont fait un scandale et c'était un drame. Voilà. De l'extérieur, si on regardait, on pouvait dire que les filles avaient très bien joué au foot, mais on voit bien qu'ils avaient vécu ça comme une injustice. Et je précise, c'est qu'en fait, il y a eu un petit quiproquo, c'est que dans la composition des équipes, il y a une équipe qui avait joué le jeu de la parité au sein des équipes et l'autre qui avait joué le jeu de la mixité. Donc, il y a une équipe où il y avait plus de filles que de garçons. C'était une catastrophe. C'était vécu comme une injustice. Et évidemment, la faute a été reportée sur la présence de plus de filles au sein des équipes. Tant mieux finalement que tout ne se passe pas bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire et qu'on peut utiliser ça aussi comme préalable à beaucoup d'actions à mener, quoi. Voilà, je regarde mon anti-sèche pour être sûr de rien oublier. Voilà. Alors, quelques solutions modestes, évidemment, qu'on réfléchit. Et on fonctionne aussi de manière un peu empirique, et puis on essaie de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Aussi parce que les constats sont plutôt récents. Voilà, donc on va partir du principe que oui, la mixité, pour nous, c'est un préalable qui permet l'apprentissage de l'égalité filles-garçons. On vient de le dire dans l'activité, même si on considère que c'est un échec, puisque voilà, on a vu des comportements qu'on ne souhaitait pas voir. Ils vont nous permettre de rebondir, évidemment. Des outils de consultation des enfants, cette enquête, c'en est une. Et évidemment, quand on a vu les résultats, on se dit qu'on aurait tout intérêt à la développer sur tous les groupes scolaires, voilà, pour qu'on ait aussi un avis en fonction des dispositions des autres cours, des autres groupes scolaires à Orvault. Les conseils d'enfants, donc, ils existent dans la majorité des écoles. Alors, ce qui est intéressant dans les conseils d'enfants, c'est que, évidemment, on peut aborder ces sujets-là et on cherche la mixité et la parité au sein des conseils d'enfants. Quand même, il faut globalement insister pour que les filles y participent. Ça, c'est un constat global. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les problématiques, elles ne sont pas abordées qu'une fois. Les conseils d'enfants, ils ont lieu au moins une fois par petite période, donc au moins toutes les 6 semaines. Et ça permet de tester des solutions, de voir si ça fonctionne et d'adapter derrière les actions qui sont mises en place. Donc le passage par des créneaux réservés aux filles, alors oui, ça c'est une expérience, mais qu'on avait déjà tenté il y a plusieurs années, et notamment à l'école de la Ferrière, en disant comment on fait pour arriver à des activités mixtes. Et évidemment, se dire, il n'y a pas
pour ces activités-là que c'était posé. Est-ce que c'est vraiment pertinent de commencer par une activité réservée aux filles? Ça avait fonctionné. Donc voilà, il y avait une journée ou 2 journées, les garçons n'avaient pas le droit d'aller sur le terrain de foot, c'était les filles qui jouaient. Et puis ensuite, on leur a demandé de jouer entre filles et entre garçons. Ça a fonctionné, mais ça a besoin d'être soutenu. C'est-à-dire que ça fonctionne parce qu'il y a la présence des adultes. Dès qu'on s'en va, à nouveau, on revient sur les pratiques habituelles. C'est normal, je pense qu'il faut du temps aussi pour que chacun apprenne. Voilà. Utiliser les stéréotypes de genre pour les combattre. Alors, oui, on a tous des préjugés éducatifs, on baigne dans un maximum de stéréotypes, notamment sur les activités. Là, on parlait du foot, qui est plutôt identifié comme une activité garçon. Mais j'ai un exemple d'atelier couture, oui, j'ai ça en tête, puisque dans le cas des ateliers de loisirs éducatifs, il y avait des collègues qui prenaient des ateliers couture. Si on pose la question ici dans la salle, je pense qu'on va clairement dire que c'est identifié plutôt une activité féminine. Et on souhaitait que des garçons puissent y participer. Et les collègues avaient eu l'idée de dire ce qu'on va faire dans l'atelier couture, c'est qu'on va faire des fanions de foot. Super, on utilisait le cliché du foot. Mais ça a fonctionné. Et ça a tellement fonctionné que dans le système d'inscription aux ateliers de loisirs éducatifs, puisque c'est un cycle d'activité et qu'on souhaite que les enfants participent à l'ensemble du cycle. Et on demande aussi aux parents de s'engager à ne pas venir chercher les enfants pendant la durée de l'activité. Donc, à un moment, on a un échange avec un papier d'inscription. Et il y a une maman qui avait dit « Mais vous avez forcé mon fils ?» Elle avait dit ça. Voilà, donc c'était évoqué tout à l'heure par Thierry aussi, mais la formation et l'information des agents, elle est évidemment primordiale, mais je pense qu'on n'en est qu'au début. Donc il faut vraiment qu'on fasse un état des lieux sur comment sont vécues les inégalités par les filles et voilà, qu'on puisse développer les actions qui soient adaptées à chaque école. Un dernier point, favoriser l'égalité par les aménagements des cours d'école. Donc, ça revient à la première enquête. Dans le cadre de la renaturation des cours d'école, il y a 3 enjeux principaux. Il y a un enjeu climatique. Voilà, on peut passer rapidement dessus, on comprend pourquoi. L'école de la Ferrière, si vous connaissez, à côté, il y a un énorme parking avec le supermarché, il y a la route de Vannes, donc c'est un îlot de chaleur important. Il y a un enjeu sur les apprentissages aussi, forcément, au niveau motricité, si on a des différents revêtements, des parcours d'équilibre, des choses comme ça. Et puis un enjeu aussi par rapport au climat scolaire. Et dans le cadre du climat scolaire, l'égalité filles-garçons est primordiale. Donc voilà, aujourd'hui, quand on réfléchit, et là c'est le cas pour 2 projets de réaménagement, enfin de cours d'école, et dans les cas des futurs groupes scolaires, c'est évidemment des questions qu'on se pose pour éviter ce que je vous ai montré, d'avoir un terrain de foot qui prend tout l'espace ou qui est positionné devant, qui pourrait être qu'un demi-terrain de foot positionné en recul. Voilà, donc c'est des questions évidemment qu'on est obligé d'aborder aujourd'hui, quoi. Rapidement, j'ai débordé un peu. Tiens. Donc on se met, évidemment, on se met en mouvement. Là, c'est un document qu'on a diffusé il n'y a pas longtemps dans les équipes, on en a pris connaissance avec notamment, vous avez eu l'intervenant tout à l'heure, avec l'association qui intervenait avec le Conseil communal des jeunes. Oui, il faut combattre les stéréotypes par les stéréotypes. Donc là, ils sont inversés, donc c'est intéressant, évidemment. Ça, c'est une maman qui a fait ça. C'était pour aider son fils de 5 ans à avoir des arguments à présenter à ses copains et ses copines qui disaient mais non, l'euro c'est pour les filles, non, le foot c'est pour les garçons. Donc elle souhaitait que son enfant ait des arguments pour répondre. Depuis qu'on a diffusé ça, j'ai été encore ce midi dans une école et j'ai vu que certains membres des équipes d'animation s'étaient appropriés et commençaient à construire leur propre personnes avec des personnes connues par les enfants, donc leur propre référentiel avec les mêmes types de questions. Voilà, donc je passe rapidement, mais d'autres idées, des parcours sportifs qui favorisent la coopération entre garçons et filles, un peu sur des binômes mixtes évidemment, avec les yeux bandés, mais qui permettent aussi d'expliquer que oui, si une fille peut nous aider aussi à nous déplacer, que c'est pas seulement dans l'autre sens. On parlait des tournois de foot mixtes inter-écoles.
d'autres outils qu'on utilise. Hein. Évidemment, on va à la pêche aux outils, voilà, aussi grâce à Mathieu Bompas qui nous arrose de beaucoup de ressources. Voilà, enfin, juste pour finir, évidemment, j'avais deux petites pépites à vous dire aussi, parce que tout à l'heure, j'avais parlé de la maman qui avait demandé si on avait forcé son enfant. Sur le temps du midi, on demande aux enfants à participer à certaines tâches, notamment d'essuyer les tables, des choses comme ça. Et il y a 2 remarques que je vais faire. Donc, c'est un collègue responsable des temps périscolaires qui m'en a fait part. Voilà, il dit, je vais lire, la semaine dernière, je demande aux enfants d'une table de choisir celui ou celle qui nettoiera la table en fin de service. Ils tirent au sort entre eux et c'est un garçon de CM2 qui est désigné. Il n'a clairement pas envie de le faire et me dit « Pourquoi c'est pas les filles qui nettoient les tables ?» Alors, je lui réponds que tout le monde, filles comme garçons, doit participer. Il me dit alors « C'est pas normal. Au moins chez moi, je suis tranquille. » Voilà. Alors, je dis ça, et puis si on rajoute à ça quelquefois aussi un grand écart culturel, hein, parce que ça peut arriver, il y a un enfant qui demande pourquoi je fais le service à table, pourquoi j'aide à poser les plats sur la table. Voilà, parce qu'il me fait remarquer que je suis le seul homme à le faire. Il voulait savoir si quelqu'un m'obligeait à le faire, car pour lui, c'était un travail pour les femmes. Voilà. Globalement, je vais vous rassurer, on a quand même très peu de ce type de remarques, mais quand on les a, on les note, parce que on en rigole aujourd'hui, mais finalement, c'est bien la base de notre travail. Voilà, donc ce schéma, évidemment, pour expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut du temps aux enfants pour apprendre ça, et puis je pense que c'est pas eux de porter la responsabilité des changements, mais plutôt à nous en tant qu'adultes, puisque on voit bien que là, le temps passé à l'école, très bien, le temps passé sur les temps périscolaires, très bien, il y a le temps passé dans la famille, et que si on ne se coordonne pas tous, il y a peu de chances qu'il y ait des résultats importants. Voilà. Bien, merci Cyril. Merci pour ces illustrations concrètes. Alors effectivement, quand on abordait aussi, à travers l'intervention de Cyril, la question de la renaturation des cours d'école et d'une préoccupation intégrée d'y aborder les questions d'égalité filles-garçons, vous entendez bien qu'on travaille bien entendu ces sujets-là de concert avec nos partenaires de l'éducation nationale, donc les directeurs d'école, les équipes enseignantes et au-delà, les associations de parents d'élèves qui sont concernés dès lors qu'on met en place un projet de ce type. Donc on est bien dans cette logique de tous concerner pour avancer sur ces sujets. Alors avant de passer la parole à Élodie Marès, je voudrais quand même vous rappeler qu'on a initié un sondage qui a été adressé aux familles orvaltaises pour préparer la conférence. Et je vais vous faire un petit retour qui va permettre donc de cette transition avec la 3e intervention. Donc il était question de connaître les sujets de préoccupation ou tout simplement de voir comment les familles abordaient ces questions-là à Orvault avec leurs enfants ou leurs jeunes, pré-ados ou ados. Alors on a récolté 90 réponses, plutôt des personnes entre 30 et 70 ans, aussi des grands-parents qui se sont sentis très concernés par le sujet. Et ce sont pour autant principalement des femmes qui ont répondu. Des femmes, et on faisait ce parallèle aussi tout à l'heure en échangeant avec les intervenants, on peut considérer que dès qu'on concerne la petite enfance ou l'enfance, on le voit aussi nous dans notre direction, là où on fait les inscriptions pour les places en crèche, pour le périscolaire, les temps de restauration, c'est surtout des mamans qui s'intéressent à cette question des inscriptions, et c'est corrélé par le fait que quand on sait que sur Doctolib, par exemple, 85% des rendez-vous pris par les enfants sont faits par des femmes. Donc, c'est-à-dire on a aussi ces éléments chiffrés qu'il faut prendre en compte. Et le questionnaire adressé aux familles orvaltaises nous a aussi renvoyé ça. C'est surtout des mamans ou des femmes qui ont répondu. Et des personnes qui ont des enfants principalement de maternelle ou dans leur entourage CP-CE1 ou jusqu'à la 5e, on va dire, qui ont répondu. Et qui sont concernés par des âges charnières, finalement, sur les rapports égalité filles-garçons. Donc, plutôt début de collège ou fin d'école élémentaire. Et parmi l'ensemble des enfants dont il était question dans le sondage, près de 60% étaient des filles également. Donc, je vous renvoie rapidement quelques éléments.
Alors, l'égalité entre les filles et garçons, les relations amicales entre les filles et garçons et le consentement sont les 3 sujets qui sont revenus au premier plan. 90% des réponses concernaient l'égalité entre les filles et garçons, ce dont on traite depuis tout à l'heure. 90% encore sur les relations amicales entre filles et garçons et 75% sur les questions de consentement qui apparaissaient aussi comme une préoccupation majeure des personnes répondant au questionnaire en ligne. Et quand il était question des discussions que ces parents ou que ces adultes pouvaient avoir avec les enfants ou les jeunes, pour moitié, ils nous ont répondu qu'ils le faisaient sans support. C'est-à-dire voilà, une discussion comme ça, informelle, à table ou sur d'autres moments, en famille. Et pour autant, les 3/4 disent s'être appuyés sur des vidéos en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on a des supports numériques aujourd'hui en ligne qui sont susceptibles d'apporter des étayages à ces familles qui souhaitent aborder le sujet. Donc, peut-être qu'Élodie, vous y reviendrez tout à l'heure. Et ces personnes auraient eu besoin pour autant de ressources. Elles nous le disent aussi. Elles souhaitent être accompagnées sur ces sujets-là, en particulier dans les institutions où les enfants sont confiés, par nos professionnels de la petite enfance qui sont là ce soir, par les professionnels de l'école, les enseignants, les directeurs d'école, et par tous ceux, comme justement l'évoquait Cyril, dans les temps périscolaires, ou même les structures associatives, sportives, de loisirs. C'est-à-dire les parents attendent un accompagnement aussi de ces professionnels sur le sujet. Et de fait, voilà, quand Élodie maintenant va nous partager un peu son expérience sur le sujet, sur comment faciliter finalement le dialogue en famille sur ces questions-là. Donc, Élodie, donc, on vous présente comme consultante familiale, éducation, consultante éducative. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce qu'est cette fonction et ce métier peut-être, dans un premier temps ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis travailleur social de formation initiale. J'ai très longtemps travaillé en protection de l'enfance, donc dans le soutien à la parentalité et à... Vous m'entendez bien ? Oui. Et à aider à rééquilibrer les relations, restaurer les liens, faire en sorte qu'il y ait un peu d'huile dans les rouages. Aujourd'hui, je continue à accompagner des familles, mais dans un cadre libéral. Et c'est ce sujet de l'égalité filles-garçons, finalement, il est très présent dans ma pratique depuis très longtemps. Et alors soit parce que je l'observe avec intérêt et curiosité, et que c'est un sujet que je mets sur la table, soit qui arrive parce qu'il y a une difficulté, il y a une problématique rencontrée, soit parce que je le mets sur la table comme des questions vraiment dans la curiosité de ce qui se fait dans cette famille-là. Parce que, voilà. Donc vous confirmez bien, au-delà de ce qu'on dit entre professionnels, que c'est aussi une préoccupation des familles. Alors, avant votre intervention, je vous propose qu'on lise, on va l'écouter, un petit verbatim de retour justement de ce que nous ont écrit les parents dans le cadre du sondage. Donc on en a sélectionné 4 ou 5. Pour nous mettre en appétit et qui vous permettra de rebondir par la suite. Depuis l'entrée à l'école, la vision de ma fille sur ses possibilités est biaisée. Une fille ne peut pas faire ça, il y a des couleurs de filles, donc elle ne prend pas de bleu, de vert, etc. Une fille doit avoir des paillettes et des bottines, mettre du vernis à ongles. Il y a forcément des choses nécessaires pour construire son identité, mais je trouve certaines contraintes extrêmes et qui contraignent les filles à rester dans une cage, ce qui ne créera pas de relation d'égalité entre filles et garçons. Je suis inquiète de l'accès à la pornographie sur Internet par les jeunes, qui n'est pas l'amour et qui est machiste, qui véhicule de fausses idées sur le traitement sexuel des femmes. J'ai 2 filles ados qui sont informées et concernées par le sujet. Je m'interroge sur la posture des garçons en général qui me semble moins sensibilisée. Remarques sexistes pour rire, notamment. La discussion est essentielle pour communiquer, autant quand tout va bien que quand des incompréhensions sont vues ou devinées. Pour cela, il faut écouter l'autre dans son attitude et son comportement tout autant que dans sa parole. Voilà, donc un petit extrait. Donc toute ressemblance avec une voix connue est complètement fortuite.
je le précise. Et donc voilà, Élodie, on va vous proposer donc votre intervention. Oui, bien sûr. Peut-être qu'il va falloir régler le micro parce que Cyril a quelques centimètres de plus. Mais voilà, donc on est là pour justement parler d'action, de propositions d'action pour traiter ce sujet en famille. Donc en famille, à l'école, dans les espaces de loisirs. Donc, et vous allez nous parler, je pense, de valeurs aussi, de représentation, de conviction, de préjugés. Donc merci, c'est à vous. Merci. Donc la vaste question de l'égalité filles-garçons, et comme je le disais, elle est peu ou pas abordée en fait dans les familles. Et moi, dans les discussions que je peux avoir avec des jeunes, que ce soit des jeunes garçons, des jeunes filles, sur des groupes, plus en intervention, on va dire, directe, c'est finalement un sujet qui est très peu discuté officiellement, et en tout cas qui peut être abordé souvent sur l'angle de « il y a eu un problème, donc on va parler », mais finalement on revient vite à quelque chose d'extraordinaire, et il y a peu de traitement de fond sur cette question-là, et notamment en famille. Pour démarrer le propos, en préambule, j'aime bien préciser que quand même il y a beaucoup de pression sur les parents aujourd'hui. Alors pas sur ce sujet-là spécifiquement, mais sur plein d'autres sujets. Ce qui fait que beaucoup de parents se sentent en difficulté, fragilisés, dépassés pour aborder ce sujet et bien d'autres avec leurs enfants, avec leurs adolescents. Donc avec ce que vous disiez, oui, on ne sait pas trop comment faire, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'outils. Et moi, j'ai toujours cette question-là, que ce soit par les parents ou par les professionnels, c'est comment on fait, quel outil, quelles ressources. Avant de parler d'outils, et je vais en parler quand même, moi j'ai plein d'outils dans mon garage, je ne sais absolument pas m'en servir. Je pense qu'ils sont très utiles et je vois qu'ils peuvent être très utiles, mais du coup, il y a une profusion d'outils aujourd'hui. Il y a plein de choses qui existent, énormément de ressources. Sur Google, si vous tapez égalité filles-garçons, vous allez voir, il y a pléthore de trucs. Et qu'est-ce que je dois choisir? Comment je dois aborder les choses? C'est un peu l'objet de mon propos aujourd'hui, de faire de cette question-là un sujet finalement du quotidien, simple, en toute humilité, puisque nous n'allons pas révolutionner les rapports entre filles et garçons ici, maintenant, en 15 jours. Donc voilà, restons aussi tranquilles avec l'idée qu'on fait des tout petits pas, on sème des graines pour chacun et c'est déjà très bien. Je rejoins Alexandra à ce sens qu'il y a une vraie conscientisation chez nos jeunes et du coup, moi, j'ai toute confiance en eux pour poursuivre ça. Les inégalités, elles concernent de nombreux domaines. On est tous, je pense que c'est au-delà même de la petite enfance, c'est dès la naissance qu'on est déjà avec des clichés, des stéréotypes de genre, dont on n'a finalement pas conscience, qui sont relativement admis. Et il me semble que la première étape, et ce qu'on est en train de faire là, de prendre conscience, de mettre en lumière là où se logent ces inégalités, et donc là où il y aurait à faire plus d'égalité, c'est essentiel. C'est les injonctions sociales, les représentations sexistes, les répartitions de l'espace dans les établissements scolaires, le rapport au corps, les injonctions vestimentaires, les pratiques sportives et de loisirs, la culture, la scolarité, le monde professionnel, les répartitions des tâches domestiques, on n'a pas trop parlé, mais la liberté et la sécurité pour les déplacements dans l'espace public et l'inégalité face au harcèlement. Ça ne concerne pas que les filles, ces inégalités. Il y a aussi des inégalités vécues par les garçons qui en parlent d'une autre façon, qui revendiquent d'autres choses, mais malgré tout, c'est aussi important de se dire que ça ne concerne pas que les filles. Moi, pour aborder ces questions d'inégalité, ou en tout cas ces questions d'égalité, je propose
souvent aux parents déjà et aux professionnels de faire un arrêt sur image et de se demander c'est quoi mes représentations à moi, puisque forcément j'en ai. Même si je suis hyper informée, même si j'ai beaucoup lu, même si j'ai l'impression d'être un peu avant-gardiste, que je suis éventuellement engagée, militante, etc. Enfin bref, il y en a quand même. et en fait, ça se loge partout, dans tout notre quotidien, tout le temps. Et au-delà de ce qu'on peut dire, c'est surtout ce qu'on fait qui va faire que les enfants vont s'imprégner de telle et telle inégalité, de telle représentation, etc. Donc voilà, déjà faire une petite phase d'auto-observation. Alors, ce n'est pas toujours très confortable. Il y a un premier effet qui se coule qui peut être assez désagréable, même. Ça pique un peu. Parfois, les adultes que nous sommes, voire, on en discutait avant, ça peut être assez violent de déconstruire ces représentations. Mais c'est un préalable. Donc, il y a ces représentations, mais il y a aussi les représentations de son ou sa partenaire, si on en a un. Et déjà, de voir que, oui, il va y avoir souvent alors, des choses sur lesquelles on va se rejoindre, mais finalement, on peut découvrir des choses de son partenaire ou sa partenaire qu'on n'avait pas forcément soupçonnées. Les stéréotypes, on en a un petit peu parlé, mais ça peut être les cerveaux d'une fille et d'un garçon qui fonctionnent différemment. Les garçons, ils sont plus doués en sciences que les filles. Une fille, elle est plus sensible qu'un garçon. Les garçons, ils sont bagarreurs. Les poupées, c'est des trucs de filles, etc., etc. Donc tout ça, c'est important d'aller déjà dans un premier temps l'observer pour faire le point avant de se dire, bon, bah ça y est, moi je vais changer des choses et puis je vais en parler avec les enfants, avec mon ado, et oui, je vais essayer de l'engager sur plus d'égalité dans le quotidien. On peut également regarder la répartition des tâches. Ça peut être un sujet un petit peu conflictuel dans pas mal de couples. Mais l'idée, c'est que ce soit une discussion qui soit dans un moment apaisé, vous l'aurez compris. Cette répartition, elle n'est pas forcément... Moi, j'entends souvent des familles qui me disent « Bah oui, mais on n'est pas à 50-50 ». Bah oui, mais l'équilibre, il n'est pas forcément dans le 50-50. Comme l'équilibre travail-vie perso, ce n'est pas forcément du 50-50 et parfois ça nous va. Et si ça nous va, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Après, il faut vérifier que ça nous va. C'est ça. Et du coup, à partir de ce qu'on a compris de ces représentations à chacun et dans le couple, aussi parler de ses valeurs, quoi. Dans ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, à nos adolescents. Alors pas sur des grandes litanies, et voilà, mais des trucs un peu fondamentaux quand même, et partir de ça. Mais des choses très simples. Mais c'est ça qu'on a besoin, en fait. C'est parce qu'effectivement, il y a des chiffres et il y a des réalités qui peuvent être assez sidérantes, effrayantes, où on se dit « Waouh, j'ai pas la main, je suis impuissant, en fait, face à tout ça, moi, toute petite personne que je suis. » Mais si, dans son quotidien, on peut faire plein de choses et on peut changer plein de choses. Donc, partir de ces valeurs et puis de voir si la manière de, justement, voir les choses se rejoignent et à quel endroit elles se rejoignent. Ensuite, on passe à une phase qui est pas forcément évidente. Et souvent, il y a de la surprise. C'est un point sur les préjugés des enfants. Voilà, vous pourriez être très surpris. J'ai été très surprise. J'élève 3 garçons qui ne sont pas très vieux, mais bon, je me disais, ouais, c'est plutôt pas mal quand même comme éducation en termes d'égalité et tout. Non, il y a plein de trucs qui coincent, hein. Encore. Même si pour eux, c'est pas piqué pour être... c'est pas exagérer l'inégalité, c'est pas pour rejeter les filles, etc. Mais
C'est comme ça, c'est dans leur tête, c'est inscrit et c'est très ancré, malgré tout. Donc voilà, il faut se préparer à être surpris, parce qu'on peut être surpris. Ils peuvent aussi vous renvoyer des trucs à vous sur vos fonctionnements dans ces moments-là. Moi, j'ai eu droit à pourquoi, en fait, c'est surtout les mamans qui ne travaillent pas le mercredi, parce que quand on se voit avec les autres et que tu vois des copines, c'est que des copines le mercredi. Il n'y a pas de papa, en fait. Ou si, il y avait un papa, mais c'est parce qu'il était en arrêt maladie. Les autres, ils travaillent. Et vous voyez, je suis là ce soir, alors que les autres mamans, elles sont à la maison le soir. Et c'est les papas qui travaillent, qui sont en déplacement. Donc voilà, il y a ce premier point quand même qui est important à faire sur les préjugés, les clichés, les stéréotypes de tout le monde. Et puis, on peut faire une petite boîte à idées. Vous voyez, sur des propositions d'amélioration ou, au contraire, ce qu'on souhaite maintenir, quoi, par rapport à ce qu'on a observé tous. Et cette mise en action, elle peut se faire, donc, je disais, avec une espèce de boîte à idées, ou en tout cas, voilà, proposer de faire un pot commun avec les idées des uns et des autres. Et puis, on peut aller regarder, les parents me disent parfois qu'ils sont allés regarder un petit peu dans les bouquins, les manuels scolaires, les livres, les musiques, les vêtements, les dessins animés, les jeux, les jouets. Il y a plein de choses, plein de choses avec beaucoup de stéréotypes, de clichés et finalement à caractère sexiste. Donc si on a envie de faire un petit tri, ou en tout cas d'apporter autre chose, peut-être un autre point de vue, ça peut être quelque chose auquel on peut s'atteler avec nos enfants. Ça, c'est une partie des outils que je peux vous proposer. Le jeu en famille. Vous avez le temps de les commenter très rapidement, si vous voulez. Ouais, mais je vais en parler. Le jeu en famille. Le jeu, alors il y a certains adultes qui me disent, beaucoup de parents, non mais moi j'aime pas jouer. Alors soit parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences quand ils étaient petits, de grosses frictions avec les frères et sœurs. Il y a des mauvais perdants aussi. Et puis il y en a qui ont la victoire peu modeste, donc voilà. Ces jeux-là, ils sont pour plutôt impacter des comportements, vous voyez, faire réfléchir, ou des jeux où finalement il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite, juste on est ensemble et on passe un bon moment. Et finalement, par le jeu, c'est beaucoup plus facile de changer des comportements qu'avec des grands discours comme celui que je suis en train de vous faire. Voilà, vous voyez ce type de dessin, c'est parfait comme message. Le jeu Totem, il est très intéressant, peut-être que certains le connaissent, c'est un tout petit jeu. Alors c'est une toute petite boîte avec des qualités en grand nombre, donc pas du tout genrés, ni filles ni garçons, et des animaux qui vont, on va attribuer, on va se faire attribuer un totem, donc avec un animal totem et des qualités. Et déjà, c'est intéressant de voir à quel point notre vocabulaire est restreint par rapport aux qualités qu'on peut s'attribuer et attribuer aux autres. Et surtout de voir que finalement, oui, un garçon peut être sensible, en fait. Une fille peut être combative, pugnace. Et voilà. Donc c'est un jeu qui fait du bien, c'est le titre, mais ça fait vraiment du bien en famille. Et puis ça permet de un peu sortir du côté binaire, du genre fille, garçon, et voilà, les attributs et les étiquettes qu'on peut se donner aux uns et aux autres. À ce titre, je vous invite à aller voir ce site Suzette d'École les étiquettes, qui est une professionnelle que je connais relativement bien. Elle est du côté de Rennes. Elle propose des ressources sur ces thèmes-là sur son site. Donc elle recense un certain nombre de ressources. Voilà, vous pouvez aller voir. Et puis là, je crois qu'elle va sortir un bouquin peut-être demain, il me semble, de mémoire. Mais en tout cas, il y a plein de choses intéressantes à aller regarder sur ce site-là.
Donc le jeu, là il n'est pas là, mais le jeu Dis ta vie aussi, qui permet d'aborder des grands sujets comme le consentement, comme tous les grands sujets qui préoccupent nos enfants, nos ados et nous-mêmes aussi, avec différents items et qui est aussi un bon support pour les parents. Parce que parler, amener du débat dans sa famille, ok, mais comment on fait ça, quelles règles du jeu on pose, et puis comment on sait si là c'est bon, le temps de parole est justement réparti, etc., etc. Ces jeux, ils sont des supports à. C'est pas des fins en soi, mais ça permet d'être plus tranquille dans ces échanges-là et de prendre l'habitude d'échanger sur ces grands sujets. Et quand on donne la parole aux enfants et aux ados et aux jeunes adultes, ils sont déjà très preneurs, ils sont souvent étonnés, parce que les adultes, on leur donne quand même pas beaucoup la parole, malgré tout. Et du coup, ils s'en saisissent et en fait, ils sont très étonnants dans les réponses qu'ils font et c'est extrêmement riche. Je parlais de l'emploi du temps des tâches domestiques. Cette mise en action, elle peut aussi passer par là, c'est-à-dire est-ce que par rapport au constat qu'on a fait dans notre famille ou dans notre organisation, est-ce que ça nous va ? Est-ce que c'est conforme à nos valeurs ? Est-ce que c'est aligné avec quand même ce qu'on a envie de transmettre ? Et ça, du coup, ça peut être tout à fait quelque chose qui est extrêmement significatif. Les tâches domestiques, c'est aussi, comme disait Thierry, c'est qui emmène chez le médecin, qui appelle, qui s'occupe des suivis, qui prend rendez-vous avec l'école, qui va au rendez-vous avec l'école, qui fait tout ça. Et ça, c'est assez intéressant de re-questionner ça au sein des couples, avec parfois des toutes petites choses, on n'est pas sur des grands changements, hein, mais des toutes petites choses qui rééquilibrent pour chacun et chacune, et du coup avec un sentiment d'avoir été entendu, pour les femmes notamment, de se dire, bon, ok, c'est pas 50-50, mais il y a des choses que j'ai pu déléguer, et aussi de s'apercevoir que pour pas mal de femmes, c'est quand même très compliqué de déléguer, parce que ce n'est pas fait de la façon dont elle le ferait. D'accord ? Donc, c'est aussi, ce que je disais, une place qui est difficile pour les hommes aujourd'hui, où je me mets en fait, à quelle place tu veux que je sois. Et donc, beaucoup de malentendus et de quiproquos, et puis aussi, quand quelqu'un fait à notre place, c'est vrai que moi, si on faisait tout à ma place, je revendiquerais assez peu l'égalité. Voyez-vous. Voilà, je suis une femme. Donc, de regarder ça tranquillement et de pouvoir peut-être changer un tout petit peu des choses. Et ce n'est pas forcément qu'on va tous se prendre. Hein. Voilà, c'est pas, la charge ne va pas être énormément plus conséquente, mais parfois un tout petit réajustement. J'ai encore un peu de temps ? Non, merde. Deux trucs qui sont très importants. S'éduquer et éduquer au consentement, on en a parlé. Le consentement, alors on entend beaucoup que c'est apprendre à dire non, apprendre à dire oui aussi, mais c'est apprendre à recevoir le non. Et apprendre à demander. En tant qu'adulte, est-ce que ça commence par est-ce que je peux te faire un bisou ? Est-ce que je peux te faire un câlin ? Accepter qu'un enfant ne veuille pas dire bonjour tout de suite, faire un bisou ou un câlin aux grands-parents, très insistant, qu'il n'a pas vu depuis X temps. Voilà, ça, c'est pas toujours évident pour nous, hein, voyez. Mais malgré tout, si nous, on a du mal à accepter ce non, et c'est assez légitime, hein, de se dire que ça peut être compliqué, du coup, pour l'enfant, d'accepter le non et la frustration, parce que c'est de la frustration. Donc, voilà, de réfléchir à ça justement dans le quotidien. Ok, comment je fais pour recevoir son consentement
pas seulement l'éduquer lui, parce que c'est pas que son affaire à lui. Nous, on n'a pas appris ça à l'école, hein. Ça arrive tout doucement, ça arrive, je vous assure. Mais on n'a pas appris, donc on apprend en même temps que nos enfants, et ça c'est très compliqué. Ce qui m'amène avec le dernier point, c'est vivre pleinement ses émotions et autoriser pleinement que nos enfants et nos ados vivent leurs émotions. Alors pas que les agréables, c'est aussi la colère, c'est aussi la tristesse, c'est aussi tout ça. Et ça, encore une fois, nous on ne l'a pas appris. On apprend là sur le tas, et il y a des injonctions très fortes aujourd'hui sur apprendre à nos enfants. Vous avez pléthore d'outils, de trucs et astuces pour apprendre à gérer ses émotions, je ne sais pas quoi. C'est un travail d'une vie, mais voilà, ça commence avec nos enfants et c'est plutôt chouette. Mais c'est loin d'être le plus facile. Pour conclure, je vais très vite. Moi, j'invite à la douceur toujours. Peut-être que ça ne s'entend pas trop, mais beaucoup de douceur et moi, ce que je travaille avec les familles, c'est le lien apaisé, le lien à soi qui est apaisé, et du coup le lien aux autres, et qu'il y a un espace de curiosité, d'ouverture, d'esprit le plus possible, même si parfois nos ados, nos enfants viennent nous titiller, nous chambouler, nous bousculer dans nos représentations et dans ce qu'on aurait envie et dans ce qu'on avait imaginé leur transmettre, et que forcément on est un peu tous dépassés, mais c'est normal, c'est le taf de la génération d'après de dépasser celle d'avant. Donc voilà, c'était mon propos. Je vous remercie. Merci Élodie de nous avoir bousculés en douceur. Donc vous avez compris, à partir de maintenant, donc la parole est à vous. Je regarde rapidement où en est Margot de sa manière de capitaliser ce qui a été entendu jusque-là, et je vois que ça avance beaucoup. Donc, pour autant, je pense que c'est assez illisible pour vous de loin, mais on fera un arrêt sur image à la fin de la conférence. Donc voilà, vous avez entendu 3 propos, donc des éclairages, des pistes. Donc voilà, libre à vous maintenant de questionner, de demander des précisions. Donc je rappelle, autant sur l'enquête présentée par Alexandra, vous pouvez, c'est l'occasion, elle a vraiment raccourci son intervention parce que c'était la commande, mais elle avait encore beaucoup à dire. Donc n'hésitez pas à titiller et à aller un peu plus loin. Les illustrations concrètes menées par les services municipaux au sein de l'ADEGE et d'autres, autant Cyril que moi, on pourrait y répondre, et puis revenir peut-être sur les pistes proposées par Élodie sur la dernière intervention. Donc je vous propose, on fait passer 2 micros, on prend 2 questions, voilà, à suivre, et on y répond et on enchaîne jusqu'à plus soif, ou jusqu'au moment où je vous arrêterai, parce qu'il sera temps de respecter l'horaire. Donc je pense qu'on a nos 2 coordonnateurs nord-sud qui se sont répartis est et ouest, donc c'est parfait. Merci. Levez la main et on y va direct. On essaye de ne pas perdre de temps. Au milieu de la salle, en haut. Merci. Bonsoir. Merci pour toutes les interventions. C'était très intéressant. J'avais une question spécifiquement sur ce qui a été présenté pour les cours d'école. Étant maman de jeunes filles, pour l'une scolarisée en maternelle, pour l'autre pas encore scolarisée. Ce que vous avez montré des cours d'école, j'imagine que c'était sur une cour élémentaire. Est-ce que cette réflexion, elle est envisagée aussi dès la maternelle ? Juste derrière. Du coup, je reste un peu sur le même sujet, sur les cours élémentaires qu'on a pu voir. En fait, on se dit directement qu'un terrain qui ressemble à un terrain de foot, c'est pour faire du foot, mais pourquoi ne pas partir sur un autre type de jeu présenté aux enfants dès le début ? Et du coup,
ils n'identifieraient pas ce terrain comme un terrain de foot, mais un terrain de jeu collectif. Alors, merci pour ces premiers questionnements. Donc, effectivement, les deux sujets s'intéressent peut-être plus au service de la ville concernant la réflexion qui est en cours. Je rappelle que c'est un projet politique fort que de travailler à la renaturation d'écoles compte tenu des enjeux climatiques, etc. Et Cyril a bien expliqué qu'au-delà de ces questions-là, on a des enjeux aussi sociaux, relationnels, liés au climat scolaire et autres. Donc oui, la réflexion intègre ces éléments-là. Donc sur la première question, Cyril, la réflexion est-elle menée également en école maternelle? Donc je te laisse commencer les éléments de réponse. Alors, en ce qui concerne le projet de futur groupe scolaire, évidemment, c'est intégré dedans. La réflexion, évidemment, a été poussée aussi sur la cour maternelle. Pour ce qui est de l'école de la Ferrière qui était présentée, l'école de la maternelle a une rénovation plus récente. La cour a été réaménagée, donc le projet ne l'intègre pas. Mais qu'on voit la manière dont elle est aujourd'hui construite, c'est quelque chose qui correspond plutôt assez bien au projet qui va être mené en élémentaire. Alors, moi, je vais compléter que par habitude, finalement, l'aménagement des cours est beaucoup plus bitumé dans les espaces d'élémentaire que dans les espaces maternels, où il y a déjà eu des aménagements qui prenaient en compte des besoins spécifiques des enfants de 2 à 6 ans, finalement, avec des espaces différenciés et autres. Ce qui n'empêche pas que la réflexion de la municipalité aujourd'hui, elle est de travailler le projet sur l'ensemble des espaces qui concernent les enfants, y compris avec une réflexion, vous l'avez peut-être vu pour ceux des parents dont les enfants sont accueillis à l'établissement d'accueil du jeune enfant des Pousses d'Or, qui est récemment construit. On a un espace végétalisé à l'extérieur qui permet aussi des interactions entre les enfants marcheurs, etc. Donc cette réflexion, elle démarre dès la petite enfance et, comme je vous l'ai dit, elle est accompagnée par la réflexion des équipes enseignantes sur le sujet. Donc nécessairement aujourd'hui, alors peut-être que les élus pourraient en parler encore mieux que moi, mais on est parti du projet de l'école de la Ferrière. La rénovation de l'école de Salentine a intégré cette dimension aussi, autant pour les espaces maternels et élémentaires. Et le projet de future école Simone Veil, qui sera du côté du quartier de la Prodière, intègre déjà des éléments dans l'urbanisation de la cour ou de l'école qui prennent en compte ces questions donc d'égalité filles-garçons dans le cadre des espaces végétalisés. Donc oui, concrètement, on peut vous répondre que c'est une préoccupation de la petite enfance pour ce qui est de la compétence de la ville, jusqu'à la sortie de l'école élémentaire. Voilà. Donc votre deuxième question, elle concernait les terrains de foot finalement. Pourquoi continuer à mettre en place des terrains de foot dans les espaces courts des écoles? Moi, je vais quand même apporter un élément de réponse qui est aussi en lien avec les préoccupations de l'éducation nationale. C'est que dans le cadre des programmes de l'école, tout simplement, l'éducation physique et sportive nécessite que différents types d'activités sportives soient mises en place par les enseignants sur le temps scolaire. Donc, de fait, il faut à la fois des espaces de découverte, de motricité libre, j'ai envie de dire comme ça, mais aussi des espaces qui favorisent la mise en œuvre d'activités de type jeu collectif. Donc il faut créer un espèce d'équilibre entre des espaces bitumés où on peut permettre des rebonds de ballons, des activités organisées en espace de jeu collectif, mais aussi des activités libres et plus spontanées, plus de découverte. Donc la réflexion, elle nécessite qu'on aille vers un panachage de différents espaces pour répondre à tous ces besoins-là. Donc voilà où on en est aujourd'hui de cette réflexion. Alors si ça vous intéresse, vraiment, il y a des outils qui sont créés par le ministère de l'Éducation nationale sur le sujet. Aujourd'hui, énormément de collectivités se lancent dans ces réflexions-là. D'une part parce que les cours bitumés, alors je ne reviens pas sur les enjeux écologiques, mais étaient très accidentogènes. Plus les espaces sont larges, grands et permettent en fait des courses avec des risques de chocs frontaux. On a des accidents d'enfants dans des espaces qui sont mal aménagés pour ces raisons-là. Donc il faut casser ces dynamiques comme on met des ralentisseurs pour les automobilistes ou des chicanes. Donc voilà, la réflexion est en cours. Elle est loin d'être aboutie parce que ça coûte très cher.
de débitumer une école et de refaire des aménagements. Et pour autant, voilà, le train est en marche. Je vous propose de passer à une deuxième vague de questions. Je vous incite vraiment à profiter de la présence de nos intervenantes pour aller questionner davantage ce qui a été abordé. Donc, levez la main. Alors, une prise de parole à droite, merci. Et puis, pour une deuxième, n'hésitez pas à lever la main qu'on anticipe les micros. Je souhaite réagir à l'intervention d'Alexandra parce que j'ai une fille de 9 ans. Donc, ça a été une... Bon, je suis femme, donc ces histoires d'harcèlement, tout ça, je connais, mais bizarrement, je minimise moi-même. Et le fait d'avoir vu ces chiffres, ça m'a mis une claque, et donc je vous en remercie. Dans le sens où ma fille, elle a 9 ans, et dans 4-5 ans, ce sera son cas peut-être. Et là, j'aurais aimé avoir des conseils. En fait, je souhaite pour elle la liberté d'action, évidemment, de sortir et tout ça, mais en même temps, je lui dis quoi ? Fais gaffe, sois discrète, ou non, assume, et merde. Enfin, c'est... Voilà. Franchement, assume et... Non, mais ouais, je comprends. Alors déjà, dites-vous que dans 3-4 ans, on a encore un peu... Ah non, c'était la deuxième question, il fallait attendre. La spontanéité est bonne de temps en temps, mais on comprend ton impatience à répondre parce que, oui, voilà, parce que il l'attendait il l'attendait la question. Beaucoup en fait, et je comprends tellement. Alors moi, je suis assez optimiste par rapport à ça. Je pense que justement, ce que sont en train de faire les filles de 16, 18, 20 là, pour les filles qui ont 9 ans aujourd'hui, déjà quand elles vont arriver à l'adolescence, ça aura déjà un petit peu avancé. En tout cas, ce sera plus avancé qu'aujourd'hui. J'en suis quasiment certaine. Ce ne sera pas réglé. Le patriarcat ne sera pas réglé, le harcèlement ne sera pas réglé, etc. Mais il y aura quand même une avancée. Et en fait, on peut... Moi, par exemple, je pensais à ça tout à l'heure et je ne l'ai pas précisé en amont, alors que c'est quelque chose d'important. Quand j'ai lancé cette étude, une de mes premières cibles, c'était les élus et les collectivités. Je me disais, il faut permettre aussi aux collectivités d'agir. Il y a beaucoup, d'ailleurs, la preuve, ce soir on est là, beaucoup de collectivités qui veulent agir mais qui ne savent pas comment. Et apporter des chiffres, ça peut être un moyen. C'est une façon de prendre le sujet. Et donc, je remercie la ville d'Orvault de me faire intervenir. Et comme il y a d'autres communes qui le font, en fait, c'est comme ça que ça va fonctionner, que ça va marcher. Parce que là, on est dans un temps public, on est en semaine, on parle de sujets quand même intimes. Dans les 3 interventions qu'il y a eu, c'est quand même pas rien. Et c'est assez récent qu'on peut évoquer ce type de thématique comme ça, quand même ouvertement. Il n'y a pas eu de... On ne se censure pas, on dit ce qu'on veut, etc. Et donc, moi, ça me rend assez optimiste pour la suite. Donc, pour votre fille, concrètement, je ne sais pas comment ça va être dans 3-4 ans, mais ça aura déjà avancé. Vous serez, vous aussi, je pense, armés, puisque vous vous questionnez. Par contre, ce qu'on peut dire déjà, parce que moi, j'ai des retours de mamans sur, par exemple, la question du code vestimentaire. Longtemps, et on peut le comprendre, souvent on dit aux filles, t'habilles pas comme ça parce que tu vas avoir des problèmes. Et les filles commencent à répondre, c'est pas ma jupe le problème, hein. Le problème c'est le violeur ou le harceleur. Et en fait c'est ça, il faut arrêter de culpabiliser les filles. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais en fait c'est pareil dans les constructions des habitudes où on renvoie ça par exemple aux filles. Qu'en fait, elles sont responsables si elles ont des problèmes dans l'espace public, de par leur attitude, si elles rigolent trop fort, si elles disent ce qu'elles veulent, si elles s'habillent comme elles veulent. En fait, ça, c'est important de le renverser. C'est pas elles la raison c'est pas parce qu'elles ont une jupe courte ou un petit haut qu'elles sont responsables si elles sont violées ou harcelées. Donc c'est ça, c'est dans l'attitude, c'est dans je sais pas, lui donner le courage, mais vous allez sûrement le faire, de parler de ça avec elle, de la renforcer. Mais je suis convaincue, enfin, ce sera intéressant, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années, on dirait, rappelez pas à Orvault. Parce que, en fait, je pense que ça va vraiment avancer, ces thématiques-là. Moi, je vois les filles déjà en 2-3 ans, la différence dans leur attitude et dans leur façon de parler des combats au quotidien, ils changent déjà. Alors, on peut imaginer qu'une petite fille qui grandit avec ça, ça devrait aller pour elle. Enfin, la soutenir, en fait. Ça va aller. Élodie, un complément ? Oui, j'avais envie d'apporter un peu plus d'optimisme à l'optimisme. J'interviens tous les ans dans
plusieurs classes de BTS informatique, dont vous imaginez un peu que la représentation est plutôt du genre masculin. Et là, j'ai le droit à, voilà, pendant 2-3 jours, parce que je suis avec eux pour les aider à être en lien. Parce que, bon, on a l'image de l'informaticien qui est complètement à côté de la plaque. Donc voilà, je les aide à ce que les liens, les relations puissent se faire, qu'il y ait aussi des règles entre eux de bienveillance, de respect, de relations. Et il y a beaucoup de remarques sexistes, mais c'est plutôt dans la provoque, dans le groupe. Et finalement, quand on va déconstruire ça avec eux et quand on est pas sur une posture défensive, mais sur quelque chose de « ok, argumente, vas-y », enfin, bon, ça tombe vite. Et en fait, finalement, derrière, il y a des discours très sincères, très touchants aussi, et je trouve de plus en plus. Et effectivement, je te rejoins sur, là, depuis 2-3 ans que j'accompagne ces promos. Eh ben, je vois, là, en septembre, j'ai vu une évolution par rapport à la première année où j'y suis allée. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Voilà. Moi, j'entends à travers vos propos que, effectivement, la question, elle dit bien la nécessité pour nous, parents, de garantir un cadre sécurisant à nos enfants. Hein. On ne peut pas imaginer les mettre en danger. Et en même temps, on est partagé avec ce désir d'émancipation et de leur permettre d'accéder à leur liberté, les libertés d'aller où on veut, etc. Et pour autant, moi, ce que j'entends dans la réponse, c'est que vous semblez dire que l'éducation au respect de l'autre, ça fonctionne. C'est-à-dire que dès qu'on en parle et dès qu'on aborde ces sujets de fond, y compris par le biais de l'humour, voilà, on arrive à des résultats. Donc, moi, je retiens aussi peut-être que le respect mutuel, ça s'apprend en fait, hein, et que c'est aussi ça le changement de paradigme, c'est que ça ne va pas de soi et qu'on a besoin d'être concerné par le sujet, tous les éducateurs que nous sommes, professionnels, parents, associations, sur le fait que dans toutes nos actions du quotidien, hein, et je repense dans les clubs sportifs, à l'école de musique et partout, le respect du matériel, c'est une chose, mais le respect des adultes qui nous entourent, c'est une chose, mais le respect filles-garçons et ces questions de stéréotypes de genre, ça s'apprend aussi. Donc, je pense que c'est un élément important. Je vous propose une deuxième question, et on fait la synthèse. Donc, au milieu, devant, s'il te plaît, merci. Bonsoir. Moi, je voulais juste réagir. Je suis une militante féministe. Et par rapport à l'optimisme, j'espère, tant mieux, mais il y a encore beaucoup de freins. C'est-à-dire que, par exemple, l'école, c'est la représentation de la société d'une manière générale. J'ai 3 ados, 2 garçons, 1 fille. Et à la rentrée scolaire de cette année, on a donc le premier mail qu'on a reçu de la part de l'établissement, c'était un rappel du règlement intérieur sur la tenue vestimentaire de nos filles. Voilà. Et donc les messages qui sont passés aussi par l'ensemble des équipes éducatives, dont je fais partie également, c'est aussi des messages qui sont hyper violents pour les jeunes filles. Et donc quand j'ai interpellé l'équipe éducative dans une réunion de rentrée en précisant cacher ce nombril que je ne saurais voir, voilà, les équipes éducatives étaient convaincues qu'il fallait cacher ce nombril. Et effectivement, les freins, les modèles, je suis en partie baignée dans le milieu scandinave. On a des décennies de retard par rapport à la Suède notamment et à la Finlande sur ces questions de stéréotypes de genre, sur ces questions de parentalité, d'éducation. Et effectivement, je pense que les modèles d'adultes que nous sommes, hein, parce qu'on est fait de tellement de contradictions, d'injonctions, voilà. Moi, j'ai pas réussi encore à faire le travail dont vous avez me parlé. J'essaye tous les jours de déconstruire tellement de choses, mais c'est toutes des vies et plein de générations. Donc 2-3 ans, c'est un petit peu optimiste pour moi, mais ouais, non, je dis pas tout va aller dans 2-3 ans, mais par contre la conscientisation, enfin c'est juste mon point de vue, hein, mais j'ai l'impression, enfin je vois déjà en 2 ans moi. C'est l'évolution qu'ont les filles dans leur sémantique, dans leur façon de parler de tout ça, dans leur façon d'agir. Par exemple, quand elles sont témoins de
harcèlement, dans cette façon d'intervenir, dans l'espace public, de prendre possession aussi. Et donc les vêtements, moi, il y en a qui, on n'a pas évoqué les chiffres sur les vêtements, mais il y en a beaucoup qui mettent aussi, parce qu'on leur a posé la question, et qui disent, bah, moi, il y a des matins, je décide d'aller au combat. Et donc là, elles s'habillent, pour certains qui vont considérer ça provoque ou à l'humeur ou je ne sais pas quoi, et elles y vont. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de revendication, je vais m'habiller comme je veux, même si c'est une sale journée, même si ça va être difficile. Et c'est dans ce sens-là, je me dis, bah, plus les années avancent, plus ça rentre, plus elles le vivent. Et du coup, celles qui arrivent derrière, elles entendent, elles voient les grandes sœurs, en fait, agir comme ça, ce qui n'était pas absolument le cas de ma génération, par exemple, ou même jusqu'aux filles qui ont moins de 25 ans, plus de 25 ans aujourd'hui. Elles n'étaient pas du tout... moi, j'ai une des sociologues de l'enquête qui a 23 ans, enfin, qui a 23 ans la première année, et qui était déjà en décalage avec les réponses des filles de 20 ans. Donc, moi, c'est pour ça que je dis souvent, si on n'est pas entre 13 et 20 ans, on n'est pas une fille du temps, on ne comprend pas, quoi. Parce que je crois que ça va tellement vite. Et ouais, j'ai envie de penser que les filles qui ont 9 ans aujourd'hui, dans quelques années, elles seront déjà un peu mieux outillées. Alors, comme tu disais tout à l'heure, tous les outils, parfois, c'est pas ça. Mais en fait, ça ne va pas régler le système de domination, de la société, etc. Ça, par contre, c'est un autre sujet. Mais les filles vont être plus armées, je pense, j'en suis même convaincue. Puisque vous abordez la question du collège, du lycée, l'éducation nationale, je pense qu'il faut aussi réaliser et rappeler que ces éléments-là bousculent toutes les institutions aujourd'hui, de même que les questions d'harcèlement entre enfants, de laïcité, etc. Et l'éducation nationale s'en empare avec, comme nous, peut-être un temps de retard, j'ai envie de dire, sur l'évolution de la société. Et aujourd'hui, pour information, je veux vous dire qu'on commence à avoir une labellisation, par exemple, d'établissements second degré qui reçoivent un label égalité filles-garçons. Donc c'est au dire aussi que l'éducation nationale se saisit du sujet. Vous pourrez trouver des ressources aussi sur le site du ministère dans ce qu'on appelle la mallette des parents, la mallette des parents qui apporte des outillages spécifiques sur ces questions d'égalité filles-garçons. Donc moi aussi, c'est en ce sens-là que j'ai envie de dire qu'on peut être optimiste. C'est que l'institution d'éducation nationale, par la formation de ses agents, par les dispositifs mis en place, se saisit du sujet. Et même si on entend la préoccupation que vous évoquez là. Donc voilà, c'est tous partenaires, tous ensemble. Donc il est temps justement de conclure. Donc je vais rapidement regarder où en est Margot. Et en fait, Margot, cette année, on traite un sujet quand même complexe. On en a traité d'autres. Mais comment tu as pu finalement appréhender une synthèse de ce qui était dit, alors qu'on est quand même sur un sujet qui est assez mouvant et voilà. Merci pour la question. C'est vrai que ça fait c'est pas la première fois que je travaille là-dessus, mais ça fait partie des sujets où j'arrive avec beaucoup de points de vigilance parce que comme moi mon métier ça va être de montrer, de traduire par image aussi ce qui est dit. Sur ce sujet filles-garçons, il y a beaucoup de tarte à la crème et si on tape effectivement sur Google ou Google Images égalité filles-garçons, on va trouver beaucoup de stéréotypes dans les images, des représentations qui sont véhiculées. Donc moi, mon rôle aussi, c'est de ne pas tomber là-dedans. Donc je suis vraiment arrivée en me disant, bon, je vais aborder ce sujet-là sans colorier toutes les filles en rose et tous les garçons en bleu. Enfin voilà, en essayant de me dire, comment on travaille ça. Donc c'est arrivé dès le titre notamment de me dire, en fait, je ne vais pas choisir une couleur pour les filles, une couleur pour les garçons, quelle qu'elle soit. Ça peut être toutes les couleurs de chaque côté. Donc il y avait déjà un petit peu cette première chose qui m'était venue là sur la traduction visuelle. Donc voilà, en tout cas pour dire que j'avais un petit peu ce sujet-là en tête en arrivant, de comment est-ce que je peux casser aussi les représentations en dessinant une diversité de choses. Et donc juste pour vous donner un petit peu, vous pourrez voir de plus près. On retrouve ici du coup les éléments de l'enquête avec quelques chiffres clés qui ont été présentés. Et il y a, en tout cas, moi, il y a cette image qui m'est venue assez rapidement sur la question des filles qui pensent qu'elles ne pourront pas faire le métier qu'elles souhaitent. Voilà, de ce parcours qui a l'air beaucoup plus difficile pour les filles que pour les garçons. Et puis, voilà, en me questionnant sur est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une perception, enfin, sans doute les deux. Bon, voilà, juste, je vous partage un peu mes questionnements en même temps.
Ici, là, vous retrouvez donc cette question de comment on agit à l'école à travers ce qui a été déjà mis en place du côté d'Orvaux, sur les temps périscolaires, la réflexion autour de la cour. Et ce que je trouve aussi intéressant, ce que j'ai mis là, c'est que finalement, il y avait vraiment l'impression d'avoir une première vision superficielle sur la cour d'école, et puis qu'on allait vraiment creuser, se pencher sur le sujet, creuser en profondeur. Donc vraiment, cette question de ne pas rester sur la première couche, mais d'aller vraiment observer en profondeur ce qui se passe et à travers différentes choses. Et puis en dessous, là, comment on aborde le sujet en famille et toute cette question autour de déconstruire ses propres représentations et notamment qu'est-ce qui passe par son discours, qu'est-ce qui passe par ce qu'on fait et ce qu'on montre aussi, quoi. Et puis, dans les petits trucs qui m'ont fait rire que j'ai mis, j'ai redessiné le petit garçon là, qui dit bon, à l'école, on m'embête, mais au moins, chez moi, je suis tranquille. Donc voilà, ce pont entre l'école et la famille et ce travail à faire dans les deux cas. Et puis, ce groupe de jeunes, là, finalement, aujourd'hui, qui sont déjà très conscientisés sur ce sujet, jusqu'aux filles qui répondent le problème, c'est pas ma jupe. Et puis voilà, cette idée que petit à petit, il y a quand même des étapes de franchie et qu'on peut être optimiste et que le sujet, il infuse aussi doucement dans les institutions. Voilà un peu ma traduction visuelle. Et mon panneau, vous pouvez le prendre en photo, le garder, le partager. C'est l'objectif, donc n'hésitez pas après. C'est ça. Un grand merci, Margot. Bien. Oui, un grand merci, Margot, pour cette synthèse en direct. Bon, je vous rappelle aussi que le prendre en photo, c'est une possibilité. Mathieu se chargera de le diffuser aussi sur le site internet de la ville, j'ai déjà dit. Mathieu, que je remercie encore très chaleureusement au passage, parce que vous savez qu'il est toujours la cheville ouvrière de ces organisations au cordeau chaque année. Donc un grand merci à toi et à toutes les équipes. Voilà. Et à toute l'équipe de l'ADEJ, parce qu'on a parmi vous des volontaires qui sont chacun sur des postes voilà, de la direction Enfants Jeunesse, au stand de livres que vous pourrez consulter tout de suite, ceux qui tiennent les micros, et bien sûr, merci encore aux régisseurs de l'Odyssée qui, chaque année aussi, nous apportent un précieux soutien. Donc voilà, je vous remercie tous très chaleureusement de vous sentir concernés par les conférences du PEC et de venir en nombre assez souvent, chaque année. Donc voilà, belle fin de soirée à tous et encore merci très, très chaleureusement à nos intervenants. Merci.